Dans le paysage universitaire français, Strasbourg occupe une position unique et paradoxale. Cette ville alsacienne est la seule en France où l'État finance directement l'enseignement de la théologie dans des facultés publiques. Un étudiant peut y devenir pasteur protestant ou prêtre catholique, aux frais de la République, tandis qu'un futur imam doit chercher sa formation ailleurs dans des structures privées non reconnues. Cette singularité révèle les contradictions et les héritages complexes de la relation entre l'État français et les religions, illustrant parfaitement comment l'histoire religieuse de la France s'est construite par strates successives, créant un système à géométrie variable selon les territoires et les confessions. L'enseignement supérieur français naît au cœur du christianisme médiéval. Dès le XIIe siècle, les premières universités européennes émergent sous l'égide de l'Église catholique. La Sorbonne, fondée en 1253 par Robert de Sorbon, devient le modèle de ces institutions où se mêlent savoir profane et formation religieuse. Ces universités médiévales sont organisées autour de 4 facultés principales. Les arts, correspondant aux arts libéraux, le droit, canon et civil, la médecine et au sommet, la théologie, considérée comme la reine des sciences. Cette hiérarchisation reflète la conception médiévale du savoir où toute connaissance doit ultimement servir la compréhension de Dieu et de sa création. Pendant des siècles, l'Église catholique détient un quasi-monopole sur l'enseignement supérieur. Les universités de Paris, Montpellier, Toulouse, Orléans ou même Angers forment les clercs, les théologiens, mais aussi les juristes et les médecins dans un cadre profondément chrétien. L'enseignement de la théologie ne se limite pas à la formation des prêtres, il constitue le socle intellectuel de l'élite cultivée. Cette situation perdure jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Les protestants, présents en France depuis le XVIe siècle, doivent créer leurs propres institutions souvent précaires et dépendantes des aléas politiques. L'Académie de Saumur ou celle de Sedan illustrent ces tentatives protestantes d'organiser un enseignement théologique autonome, régulièrement menacé par la politique religieuse royale. La Révolution française marque une rupture brutale avec cet héritage millénaire. En 1793, la Convention supprime toutes les universités de l'Ancien Régime, considérées comme des bastions de l'obscurantisme et du privilège. Les facultés de théologie disparaissent purement et simplement du paysage universitaire français. Cette destruction s'inscrit dans une logique plus large de déchristianisation. Les révolutionnaires les plus radicaux tentent d'éradiquer l'influence catholique de la société française. Le culte de l'être suprême, puis celui de la raison, vise à remplacer le christianisme par une religion civique républicaine. L'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte change la donne. Pragmatique, le premier consul comprend qu'il ne peut durablement gouverner la France en ignorant le fait religieux. Le Concordat, signé avec le pape Pie VII le 15 juillet 1801, redéfinit les rapports entre l'État et les religions. Ce texte fondamental reconnaît le catholicisme comme la religion de la grande majorité des Français, sans en faire une religion d'État. Plus important encore, il étend cette reconnaissance à 2 autres confessions, les églises protestantes et le judaïsme. Mais l'histoire particulière de Strasbourg commence véritablement en 1871. Suite à la défaite française face à la Prusse, l'Alsace-Lorraine est annexée par l'Empire allemand. Cette période de près de 50 ans va façonner durablement le paysage religieux et universitaire de la région. Les autorités allemandes maintiennent et développent l'université de Strasbourg, fermée depuis la Révolution française. Inaugurée en 1872, elle devient rapidement l'une des universités les plus prestigieuses d'Europe. Conçue comme une vitrine de la culture germanique, la Kaiser Wilhelms Universität attire des professeurs de renom et développe un enseignement de haut niveau. Particularité remarquable, cette université allemande comprend 2 facultés de théologie, une protestante et une catholique. En 1918, l'Alsace-Lorraine redevient française. Se pose alors la question cruciale de l'application du droit français dans ces territoires recouvrés. Doit-on y imposer immédiatement la loi de séparation de 1905 ? La réponse est négative, pour des raisons à la fois pratiques et politiques. D'une part, les populations alsaciennes et mosellanes, majoritairement catholiques et protestantes, sont attachées au système concordataire qui garantit le financement public de leur culte. Et d'autre part,
imposer brutalement la laïcité à la française risquerait de créer des tensions dans une région que la France veut réintégrer en douceur. Le gouvernement français fait donc le choix de maintenir le droit local alsacien-mosellan qui conserve les dispositions du Concordat de 1801. Cette décision, initialement temporaire, devient finalement définitive. Plusieurs tentatives d'introduction de la loi de 1905 échoueront face à l'opposition locale, notamment en 1924, mais aussi dans les années 1980. Aujourd'hui, l'Université de Strasbourg abrite 2 facultés de théologie publique qui sont financées par l'État français. Nous avons la faculté de théologie protestante qui forme les futurs pasteurs des églises luthériennes et réformées d'Alsace-Lorraine et qui délivre des diplômes d'État tels que les licences, les masters et les doctorats en théologie protestante. Également, la faculté de théologie catholique qui prépare les séminaristes au sacerdoce et qui forme également des laïcs aux sciences religieuses. Elle collabore avec les diocèses de Strasbourg et de Metz pour la formation du clergé, tout en développant une recherche académique de haut niveau. Ces 2 facultés représentent une anomalie dans le paysage universitaire français, puisque nulle part ailleurs en France métropolitaine, l'État ne finance l'enseignement de la théologie. L'absence de l'islam du régime concordataire s'explique d'abord par des raisons chronologiques, puisqu'en 1801, lors de la signature du Concordat, l'islam n'est pratiquement pas présent de manière vraiment impliquée en France métropolitaine. Les musulmans qui vivent en France sont essentiellement des diplomates, des étudiants, des commerçants de passage, des anciens militaires. Et cette situation, elle change radicalement au XXe siècle avec une immigration de travailleurs issus plutôt du Maghreb qui est d'abord temporaire puis définitive et qui fait finalement de l'islam la 2e religion de France en nombre de pratiquants. Même si c'est une estimation, puisqu'en France, on ne peut pas réellement faire d'études sur le fait religieux. Cette évolution démographique majeure ne s'accompagne pourtant pas d'adaptation du cadre juridique concordataire. Cette absence de reconnaissance officielle de l'islam dans le régime concordataire alsacien-mosellan crée donc des situations qui sont paradoxales puisque l'État finance la formation des prêtres et des pasteurs à Strasbourg, tandis que les futurs imams doivent se tourner vers les instituts privés comme l'ancien Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon qui a été récemment dissous, ou bien l'Institut Al-Razali de la Grande Mosquée de Paris, mais qui ne bénéficie pas de financement public et donc les diplômes ne sont pas tout à fait reconnus par l'État. Ou bien il y avait la formation à l'étranger, notamment au Maroc, en Tunisie, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite, mais cela pose aujourd'hui question sur l'adaptation de cette formation au contexte français et la loi de 2021 est revenue un petit peu sur cela. Et puis l'autodidaxie ou la formation informelle au sein des mosquées, mais avec malheureusement tous les risques que cela comporte en termes de qualité et bien sûr d'homogénéité de la formation. Face à ces défis, plusieurs initiatives ont vu le jour. En 2012, la Grande Mosquée de Strasbourg, financée en partie par des fonds publics locaux, a été inaugurée, mais pour l'instant, aucun cursus universitaire de théologie musulmane n'a été créé. Et à l'échelle nationale, on a eu des tentatives d'organisation de la formation des imams qui ont été lancées, comme l'Institut français de civilisation musulmane ou alors les programmes de cadres religieux musulmans, les formations qui sont soutenues par l'État. Mais cela reste marginal et ça ne résout pas la question fondamentale de l'inégalité de traitement entre les religions. L'exception strasbourgeoise révèle donc les contradictions du modèle français de laïcité, puisque la France se présente volontiers comme le pays de la séparation stricte entre État et religion, un modèle qui est exportable dans le monde entier, mais sur une partie significative de son territoire, elle finance directement le culte et son enseignement. Donc cette contradiction, elle n'est pas qu'anecdotique, elle interroge la cohérence du discours républicain sur la laïcité et révèle la dimension profondément historique et contextuelle de ce principe. La laïcité française, ce n'est pas un absolu intangible, mais un ensemble de règles forgées par l'histoire et adaptables selon les circonstances. Strasbourg offre ainsi une fenêtre unique sur l'évolution du fait religieux français. Cette ville illustre comment l'histoire sédimente les institutions en créant des situations qui peuvent paraître illogiques, mais qui reflètent la complexité des processus historiques. Elle montre aussi que la question religieuse en France ne peut être appréhendée de manière purement théorique,
Et Strasbourg, dans sa singularité, raconte ainsi une autre histoire de France, une histoire qui s'est faite avec les religions quand elles servaient le pouvoir, par les religions quand elles structuraient la société, et parfois contre elles quand elles semblent faire obstacle au progrès. Cette histoire continue de s'écrire et l'avenir du régime concordataire alsacien sera probablement l'un des chapitres de cette saga toujours inachevée entre la République française et ses religions.